Calamity Jane, lettre à sa fille, 1877-1902. Jim O'Neill, remettez s'il vous plaît cet album à ma fille, Jane Hickok, après ma mort. Martha Jane Canary Hickok. Deadwood, territoire du Dakota, 25 septembre 77. Ma chérie, ceci n'est pas censé être un journal, et il se peut même que ça ne te parvienne jamais. Mais j'aime penser à toi en train de le lire, page après page, un jour, dans les années à venir, après que je serai partie. J'aimerais t'entendre rire en regardant ces photos de moi. Je suis seule dans ma cabane ce soir et fatiguée. J'ai fait aujourd'hui 60 miles à cheval jusqu'à la poste et suis rentrée ce soir. C'est ton anniversaire et tu as 4 ans aujourd'hui. Vois-tu, ton papa Jim m'a promis qu'il m'enverrait toujours une lettre chaque année, le jour de ton anniversaire. Comme j'ai été heureuse d'avoir des nouvelles de lui. Il m'a envoyé ta petite photo, tu es mon portrait craché à ton âge. Et en regardant ta petite photo ce soir, je m'arrête pour t'embrasser. Et puis à me souvenir, les larmes viennent. Et je demande à Dieu de me laisser un jour réparer mes torts, d'une façon ou d'une autre, envers ton père et envers toi. Ce matin, je suis allée sur la tombe de ton père à Ingleside. On parle de transférer son cercueil au cimetière de Mount Moriah à Deadwood. 1 année et quelques semaines ont passé depuis qu'il a été tué, et on dirait un siècle. Sans vous deux, les années à venir m'apparaissent comme une piste solitaire. Demain, je vais descendre la Yellowstone Valley, juste pour l'aventure et les sensations. Les O'Neill ont changé ton nom en Jane Irene, mais je t'appelle Jane, pour Jane. 28 septembre 1877. Un autre jour est passé, chérie. En fait, 3 jours se sont écoulés depuis la dernière fois que je t'ai écrit. Je suis assise à côté de mon feu de camp. Mon cheval Satan est attaché tout près. Tu devrais le voir quand la lumière du feu de camp joue sur son encolure luisante et sur les muscles de ses épaules satinées, avec ses pieds blancs et son losange blanc entre les yeux. C'est un objet de toute beauté, je suis si fière de lui. Ton père me l'a donné, et j'ai aussi son compagnon de course, King, que j'utilise comme cheval de charge pour les longs trajets, mais je ne l'ai pas pris avec moi dans ce voyage. Je peux entendre les coyotes et les loups et la plainte saccadée des chiens indiens près de leur camp. Il y a des milliers de Sioux dans cette vallée. Je n'ai pas peur d'eux. Ils pensent que je suis cinglée et ne me font jamais de mal. J'ai suivi une nouvelle piste aujourd'hui. Ce doit être la nouvelle route postale, construite par les frayeurs de pistes de Bozeman. J'espère les rattraper demain. Ils sont sur une mission dangereuse et cela ne fera pas de mal que je sois à proximité, juste au cas où ils auraient besoin de quelqu'un pour les aider à effaroucher les Sioux. Je crois que je suis le seul être humain dont ils aient peur. Sur cette page, tu trouveras une photo de ta grand-mère Canary, ma mère. Elle et ton grand-père sont venus à travers les plaines dans un chariot bâché quand je n'étais qu'une petite enfant. Nous avons vécu des années dans le Missouri. Ton papa Jim m'a envoyé un porte-plume et une bouteille d'encre afin que je puisse l'écrire quelquefois. C'est un homme qui a du respect pour ta mère, même si les autres n'en ont pas. Ce porte-plume a été fabriqué en Irlande. Je le porte attaché à ma selle avec cet album et j'ai l'encre dans une poche de façon à pouvoir t'écrire à côté de mon feu de camp. Sans date. Chère Janet, il m'est parfois impossible d'emporter le vieil album pour y écrire, aussi trouveras-tu ici et là des pages ajoutées. Mon encre a gelé tant de fois qu'elle est presque gâtée. Elle m'est précieuse, car ton papa Jim me l'a envoyée. Tu vas être une bien grande fille maintenant, presque 6 ans. Il me semble qu'il s'est écoulé si peu de temps depuis que j'ai rencontré ton papa Jim et ta mère O'Neill et que je t'ai donné à eux. Un jour, j'irai te voir. Je me suis sentie si mal quand j'ai appris la mort d'Hélène. Tu es destinée à ne jamais avoir de mère avec qui vivre. Que Dieu garde avec toi la vieille maman Ross, chérie. Je m'occupe d'un petit garçon. Son nom est Jackie. Il a 5 ans de plus que toi. Ses père et mère ont été tués par les Indiens. Je l'ai trouvé le jour où ton père a été tué. Il pensait que ton père était le plus grand héros qu'il y ait sur terre.
et il l'a vu abattre. C'est un gentil garçon, et ce sera un jour un grand homme. Les Indiens Sioux sont toujours difficiles. Je suis allée sur le champ de bataille après la bataille de Custer, et je ne veux jamais revoir pareil spectacle. Dans une maison qui avait été démolie, il y avait la carcasse d'un homme qui s'y était apparemment caché pour échapper aux Indiens qui cherchaient à se venger. Les squaws avaient coupé bras et jambes aux soldats morts, puis coupé les têtes, puis arraché les yeux. Tu sais, Custer avait ravagé un village indien et chassé squaws et enfants de leur campement, si bien qu'on ne peut les blâmer de se venger à leur façon. Ton oncle aussi était à cette bataille, Janet. Je l'ai trouvé taillé en pièces, la tête à un endroit, jambes et bras dispersés. J'ai creusé une tombe et mis son pauvre vieux corps dans une couverture de sel et l'ai enterré. Je ne peux jamais penser à lui sans pleurer. Bonne nuit, chérie, jusqu'à la prochaine fois. Coulson, juillet 1880. Chère Janet, me voilà à Coulson. Il s'est passé 1 an depuis que j'ai eu des nouvelles de ton papa Jim. Tu devrais voir Coulson. Aujourd'hui, j'ai rencontré ici un type de Deadwood qui connaissait mon meilleur ami de là-bas, Mr. Will Lull. J'ai été malade d'une espèce de fièvre alors que j'occupais une chambre de son hôtel, cet hôtel que Babyface Lull avait pris à la suite de Porter, un homme de la Nouvelle-Orléans, et Lull a été si bon pour moi. Je l'aime beaucoup. Il m'accueille toujours en disant « Comment va Jane, petite fille? Fais bonne contenance, souviens-toi que tu es une bonne fille. » Lui et ton papa Jim sont les 2 seuls hommes qui ont foi en moi. Bizarre, les hommes pour qui je peux avoir de la sympathie sont de l'Est. Il y a quelque temps, je suis allée à Cheyenne par la diligence. Et j'ai passé des moments palpitants. La diligence était conduite par Luc Voorhees. C'est un parent de Clark, Lewis et Clark. Nous avons eu toute une conversation. Il était si intéressé par l'époque où ton père et moi étions allés à cheval d'Abilene à Deadwood Gulch. Nous avions passé toute la nuit au vieux poste de Virginia Dale. Je portais des pantalons d'homme et me faisais passer pour l'associé de Will Bill, le Jack of Diamonds. Avant de partir, nous avons eu un concours de tir. Je les ai tous battus, et pour sûr, ça m'a donné la grosse tête. Puis, le conducteur remplaçant a été tué, et j'ai pris sa place. Tout le monde a blâmé les Indiens, mais c'est des hommes blancs qui étaient les auteurs de la tuerie et du meurtre, et qui ont volé la poudre d'or aux garçons. Après la tuerie, ton père m'a mise au défi de conduire la diligence pour ce voyage. Je l'ai fait, et me suis trouvée dans un sacré pétrin, Janet. Les hors-la-loi étaient à mes trousses, le jour baissait, et je savais qu'il fallait faire quelque chose. J'ai donc sauté du siège du conducteur sur le cheval le plus proche, puis sur mon cheval de selle qui était attaché sur le côté, et j'ai rejoint les hors-la-loi dans l'obscurité. Ton père arrivait derrière sans que je puisse le voir dans l'ombre. Mais, après avoir arrêté la voiture et ne pas y avoir trouvé de passagers, mais des monceaux de poudre d'or, ils ont perdu toute prudence. Ton père et moi, nous avons eu toute la bande. Il y en avait 8, et bien sûr, il a fallu les abattre, car ils ne voulaient pas céder. Ton père en a compté 3 qui avaient le bras droit transpercé. Il m'a dit « C'est ton travail, Jane, tu ne vises jamais pour tuer. » Les 5 autres, il a tiré pour les tuer. Il n'a jamais paru gêné de tuer, mais moi, si. Je n'ai encore jamais tué personne. Mais j'aimerais cogner sur la tête de certaines femmes de Deadwood. Il n'y a qu'une femme dans ce tas de vermine, et c'est Mrs. Bender. Deadwood est pleine de vermine, mais Mrs. Bender est différente. J'espère qu'un jour tu pourras venir dans ce pays. Tu sauras alors comment j'ai dû exister. Encore 2 ans, et j'irai te voir, chérie. Je sais qu'alors je me sentirai mieux à ton sujet. Peut-être ensuite penseras-tu quelquefois à moi, non comme à ta mère, mais comme à une femme solitaire, qui aima et perdit autrefois une petite fille comme toi. Je te prendrai sur mes genoux et te dirai tout sur cette petite fille. Naturellement, tu ne sauras pas que c'est toi. J'ai cherché à m'éduquer afin de pouvoir épeler, lire et écrire depuis que ton papa Jim m'a donné les livres d'école et le dictionnaire que j'ai apporté avec moi, cette fois-là, à Omaha. T'abandonner m'a presque tuée, Janet. Tes parents t'ont nommée Jane comme moi. C'est pourquoi je t'appelle Janet. Je prends un livre à la fois et regarde dans le dictionnaire chaque mot dont je ne connais pas le sens. Je n'ai fait que 3 ans d'école. Et bien que j'ai ces livres à étudier, ce n'est pas une tâche aisée. Je veux être capable de me conduire comme une femme blanche quand j'irai te voir.
Tout le monde pense que je ne sais ni lire, ni même écrire mon nom. Je les laisse donc le penser. C'est mieux ainsi, je trouve. Tes grands-papas et grand-maman avaient de l'instruction, même si je n'en ai pas. Et ça n'a pas été leur faute si je me suis enfuie à la première occasion que j'ai eue. Vois-tu, ton grand-père était prédicateur. Il était comme le Preacher Smith. Il pensait qu'il pouvait combattre la nation indienne tout entière avec une Bible. Je ne crains pas de les affronter tant que j'ai 2 pistolets dans la ceinture. Mais aussi sûr que l'enfer existe, je détesterais les affronter avec une Bible sous le bras. Tu comprendras tout ça un jour. Bonne nuit, Janet. Deadwood, août 1880. Janet chérie, me voilà de retour à Deadwood pour quelques semaines. Je hais les femmes d'ici. La majorité d'entre elles n'est pas meilleure que moi, mais elles traversent la rue plutôt que de me parler ou me croiser. Si seulement elles savaient ce que je sais, que leur père rigolait en faisant une encoche à leur fusil chaque fois qu'une autre de leurs filles venait de se marier. Ça leur ferait sûrement mal d'avouer qu'un autre bâtard était en fabrication. Et ces mêmes salopes me montrent du doigt en m'appelant Jenny Cock, un ricanement sur leur figure de coyote. Si j'étais un homme, il me suffirait de leur flairer une seule fois les aisselles pour être dégoûté. Je fais une exception pour Mrs. Bender. Elle est douce et bonne. J'espère, si tu viens jamais par ici, que tu iras voir certaines de ces vermines. Si elles sont encore de ce monde, et que tu leur en feras voir. Attends seulement de voir comment elles me couvriront un jour debout, et toi aussi un jour, si elles en ont l'occasion. Mais ne tolère pas cette affreuse saleté de mensonge. Rappelle-leur les squelettes qu'elles ont dans leur placard, et dis-leur que je t'en ai parlé. Garde le menton haut, Janet, et dis-leur à toutes d'aller au diable. Encore 2 ans et je te reverrai. Je t'en dirai beaucoup sur les plans que je fais, chérie. Deadwood, septembre 1880. Janet. Une lettre de ton papa Jim est arrivée aujourd'hui, avec une autre photo de toi. Ton anniversaire tombe ce mois-ci. Tu as 7 ans. J'aime cette photo de toi. Tes yeux et ton front sont ceux de ton père. Le bas du visage, la bouche et les cheveux sont les miens. L'expression de tes yeux bleus avec leurs longs cils noirs est exactement celle de ton père. C'est bien que tu n'aies pas à fréquenter une école publique. Tu as de la chance d'avoir un homme comme le capitaine O'Neill pour te donner tant de tout. Je n'ai rien eu, Janet, et quand je pense que tu es à bord d'un navire avec ton papa Jim, avec un précepteur tout à toi et de jolis vêtements, et il me dit que tu prends des leçons de piano. Sois gentil avec lui, chérie, et aime-le toujours pour tout ce qu'il a fait pour toi. Quand il t'a fait écrire ton nom sur la lettre qu'il m'envoyait, c'était si aimable de sa part. Tu as une si jolie écriture, ça m'a fait honte de la mienne. Ta photographie m'a rappelé toutes les années que j'ai vécues avec ton père, et je me suis rappelé comme j'étais jalouse de lui. J'ai envie d'écrire sur lui ce soir. Aussi te dirai-je des choses que tu dois savoir. J'ai rencontré James Butler Hickok, Wild Bill, en 1870, près d'Abilene, Kansas. J'avais entendu une bande de hors-la-loi se préparer à le tuer. Je ne pouvais pas aller jusqu'à l'endroit où se trouvait mon cheval. J'ai donc rampé pendant plus d'1 mile sur les mains et les genoux à travers la brousse, en contournant les hors-la-loi, et j'ai atteint la vieille cabane où il passait cette nuit-là. Je l'ai averti, et il m'a caché derrière la porte pendant qu'il échangeait des coups de feu avec eux. Ils l'ont touché, lui labourant le sommet du crâne, et puis ils l'ont entendu tomber, et ils ont frotté des allumettes pour voir s'il était mort. Bill les a tous tués. Je n'oublierai jamais l'air qu'il avait, avec le sang qui lui coulait sur le visage, tandis qu'il se servait de ses 2 pistolets. Il ne visait jamais, et je crois qu'il n'a jamais été réputé pour avoir raté quelqu'un qu'il visait, je veux dire qu'il voulait tuer. Et il ne tirait que pour se défendre. Alors il était tout à fait sûr de lui. Je l'ai soigné plusieurs jours, et puis, sur le chemin d'Abilene, on a rencontré le révérend Sipes et le révérend Warren, et on s'est mariés. Il y aura beaucoup de gens pour en douter, mais je te laisserai un tas de preuves que nous nous sommes mariés. Tu n'as pas été une pouliche des bois, Janet. Ne laisse jamais aucun de ces... effacés, plein de pus, s'en tirer avec ce mensonge. J'ai honte de cette écriture, mais je ne peux pas faire mieux. Je dois te parler de ce certificat de mariage à nous. Ton père avait l'intention de le faire transformer en un vrai, un imprimé. Je veux régler ça un jour comme il le voulait. Même si je le fais,
Garde toujours celui-ci de toute façon, Janet. Il se peut qu'il n'ait pas l'air aussi joli, mais c'était le seul que le révérend Warren et le révérend Sykes pouvaient fournir si loin de la civilisation. Tu trouveras dans l'album une photographie des parents de ton père, ainsi qu'une épingle d'or en forme de fer à cheval qui appartenait à la mère de ton père. Il me les a données. Prends-en soin, chérie. Et puis elles sont si anciennes et elles auront valeur de souvenir quand tu seras vieille. L'arme que je garde pour toi, c'est ton père qui me l'a donnée. Il m'a acheté cette bague comme bague de mariage. Je la mettrai pour toi parmi mes trésors. Elle a été achetée à Abilene, Kansas, pendant que je m'y trouvais avec lui. J'étais si jalouse de chaque femme là-bas. L'une d'elles, que j'appelle toujours sa concubine, était Mamie Worley, une danseuse. Je me mettais en rage et je l'appelais comme ça devant lui. Il se contentait de rire et de dire « Sotte de Jane, embrassons-nous et n'en parlons plus ». Il ne me cherchait jamais querelle au sujet de Mamie Worley et ne faisait aucune attention à elle. J'étais tout de même jalouse et imaginais des tas de choses. Ne laisse pas la jalousie te prendre, Janet. Elle tue l'amour et toutes les choses agréables de la vie. Elle a éloigné ton père de moi. Quand je l'ai perdu, j'ai perdu tout ce que j'avais jamais aimé, toi excepté. Je lui ai accordé le divorce afin qu'il puisse épouser Agnès Lake. J'essayais de me faire pardonner les moments de jalousie et les accès de mesquinerie. Si elle l'avait aimé, elle serait venue par ici avec lui, mais elle ne l'a pas fait, et j'ai été heureuse de l'avoir de nouveau, même s'il était marié et elle si loin. J'ai toujours excusé notre péché en sachant qu'il avait été à moi bien avant d'être à elle. Un homme peut aimer deux femmes à la fois. Il l'aimait, et pourtant il m'aimait. Il m'aimait à cause de toi, Janet. Cette première photo de toi qu'a envoyée ton papa Jim, ton père la voulait. Je la lui ai donnée, et elle était dans sa poche le jour où il a été tué. Sa famille pensait que je n'étais pas assez bonne pour lui. Cela et ma jalousie, voilà tout notre malheur. Quand il est revenu, après avoir épousé Agnès Lake, je pensais que je le battrais froid. Mais un jour, nous nous sommes revus, et nous nous sommes tous deux aperçus que nous nous aimions encore l'un l'autre, plus que jamais. J'oubliais tout quand j'étais près de lui. Personne d'autre ne l'a jamais su. Si quelqu'un me faisait une allusion à cette situation, je m'avançais, lui cassais la figure, et lui aussi le niait. Nous vivions tous les deux une vie de mensonge. Il était fait pour moi, pas pour Agnès Lake, sans quoi il serait resté dans l'Est avec elle au lieu de me revenir. Il m'a dit une fois que le plus gros mensonge, parmi tous ceux qu'on a pu raconter sur lui, c'est qu'il serait monté sur la scène comme acteur. C'est un autre homme qui a joué ce rôle. Il n'a jamais été ce grand imbécile qu'à son avis il commençait à être aux yeux du public. Ça ne lui ressemblait pas. Ton père n'était pas un battleur comme Bill Cody. Buffalo Bill aimait la ramener avec un tas de vantardises et de prétentions et de mensonges, mais pas Billy Cody. Il était d'une autre espèce, Janet, même s'ils étaient amis. Ton père avait 15 ans de plus que moi. Le 1er mai, en 1852, je suis née à Princeton, Missouri. Ton père est né en 1837, à Troy Grove, Illinois. Il ne m'a jamais dit quel mois. Un peu moins d'un an après qu'il a été tué, un bureau de poste a été créé à Deadwood en avril 1877. Jusque-là, il fallait que je rencontre les expéditions qui venaient dans les Black Hills pour pouvoir avoir des nouvelles de toi par ton papa Jim. J'ai tant à te dire, chérie, mais il semble que je sois incapable de relier tout ça correctement. Je me réveille la nuit et je pense à certaines choses que je devrais te dire, puis j'oublie quand j'ai l'occasion d'écrire à nouveau. À la poste, chaque fois que Sol Star me tend une lettre, il prend l'air d'en savoir long et me dit « T'as un petit ami en Angleterre, hein, Jane ?» Je réponds toujours « Diable, oui !» Un jour, il lisait une lettre et ne m'a pas vu qui attendait. Aussi, je lui ai dit « Bon, Sol, quand tu auras fini de lire ma lettre, j'aimerais la voir. » Il a sursauté comme si je lui avais tiré dessus. Je reçois parfois des lettres du général Brisbane. Je peux aller dans les camps Sioux et Cheyenne où un homme ne pourrait se rendre sans être tué. Il pense que je suis franchement toquée et je me déplace sans être inquiétée. Tout le monde m'appelle Calamity Jane. Ton père m'a donné ce nom, lui et le capitaine Egan, mais ton père m'a appelé comme ça quand j'ai entendu ces hors-la-loi préparer sa mort et que je l'ai averti.
Il a été le premier à m'appeler Calamity Jane. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois près de Laramie, Wyoming. Ma vie avec ton père, je saurai toujours ce que furent les jours les plus heureux de ma vie, Janet. Dans mon errance sans but, je l'ai rencontré. Il a reçu son surnom de Wild Bill à Rock Creek, Kansas, parce qu'il avait tué en légitime défense une bande de meurtriers, ce qui l'a rendu fameux comme grand tireur des 2 mains. Les hors-la-loi le traquaient à plusieurs. Ils étaient toujours une demi-douzaine ou plus à l'avoir dans leur ligne de mire. Souviens-toi, Janet, son nom ne mourra jamais tant que le soleil brillera. Aussi longtemps que les années passeront sur la tête des hommes, le monde se souviendra de ton père. Il n'aimait pas trop Deadwood, mais il aimait l'animation qu'il y avait ici en ce temps-là, et la seule raison qui m'a fait revenir ici, c'est à cause de ma vie ici, avec Billy Cock. J'ai toujours passé pour son associé, le Jack of Diamonds. Les 2 épingles d'or en forme de fer à cheval appartiennent à Anne Hickok, ta grand-mère. Tu lui ressembles beaucoup à ce que m'a dit ton père. Ils devront te réclamer un jour, car tu leur ressembles vraiment. Au revoir pour le moment. Coulson, janvier 1882. Une autre année est passée. Rien d'important n'est arrivé sur quoi écrire. Le Northern Pacific Railroad est près d'être achevé. Une nouvelle ville a surgi, mais je t'en ai parlé dans l'album. Je vais te voir bientôt. Je peux à peine attendre. Je joue ces jours-ci afin de gagner assez d'argent pour en donner à ton papa Jim pour ton éducation. Je veux coincer les dirigeants du NP quand ils viendront ici, et il ne se passera qu'un petit moment avant qu'ils arrivent. J'ai l'intention de faire une partie avec eux, et ensuite je serai en route pour la vieille Virginie, afin d'être un moment avec toi. Mon ami Will Lull me manque, car il me finançait. Il était toujours prêt à risquer sur moi. Un soir, il m'a prêté 5 $, et quand je l'ai vu le matin suivant, j'avais 1 000 $. Mais ça s'en va, Janet. Ça part aussi facilement que c'est venu. Je trouve toujours un pauvre sacré idiot dans un état pire que le mien, et l'aide à faire une petite mise ou à acheter vêtements et nourriture à une famille d'enfants abandonnés de Dieu. Je ne pourrais pas manger une bouchée si je voyais un pauvre petit moutard affamé. Je pense toujours à toi, chérie, et voilà mon argent parti. Ensuite, je recommence tout. Je ne pense pas avoir le moindre mérite à agir comme je le fais. Il m'arrive parfois d'être un peu ivre, Janet, mais je ne fais de mal à personne. Il faut que je fasse quelque chose pour vous oublier, toi et ton père. Mais je ne suis pas une femme légère, Janet. Si j'en étais une, je ne serais ni infirmière, ni éclaireuse, ni conductrice de diligence. C'est comme ça qu'on m'appelle à Deadwood et Billings. Que ces villes aillent au diable, elles aussi. Dans l'une et l'autre, il ferait mieux de voir la poutre dans leur œil que la paille dans l'œil du voisin. Une caisse de livres vient d'arriver de la part de ton papa Jim. Pour sûr, il veut que j'apprenne quelque chose. Dans le nombre, il y a quelques romans. Naturellement, je suis juste assez toquée pour les attraper les premiers. J'aime vraiment le roman de M.G. Holmes, et j'aime les lire comme un porc va à sa pâtée. Tu devras excuser ta mère, Janet. Elle sait qu'elle est bizarre et mal léchée. Je vais aller te voir bientôt, maintenant, mais il faut que j'entre dans une partie de poker et gagne 20 000 $ avant de pouvoir aller vers toi. Je m'occupe d'une fille et d'un garçon, et je dois te dire que Jackie est parti pour l'Alaska. Ces 2-là sont plus âgés. La fille a 16 ans, le garçon indien 18. Je vais les emmener dans l'Est avec moi, quand j'irai te voir, si je gagne la partie de poker avec la NP. Le garçon veut entrer dans une école de médecine et la fille veut être actrice. Je leur donnerai leur chance à tous deux si je gagne, et je gagnerai. Sans date. Janet chérie, la partie de poker est terminée. J'ai gagné mes 20 000 $ et j'ai remboursé les 500 que j'avais empruntés à Abbott pour démarrer. Plus tard, je t'en dirai plus sur Abbott. Je suis si excitée d'avoir gagné, car maintenant je peux aller te voir en grand équipage. Je vais avoir l'air de quelque chose une fois dans ma vie. Becky et Jimmy iront à New York City avec moi. Ils sont si attachés l'un à l'autre que c'est une honte de les voir se quitter, mais je pense que quelques années de séparation leur donneront à tous deux des idées différentes sur ce gâchis qu'on nomme amour. Ils s'apercevront que dans ce vieux monde, on peut vivre sans amour ou sans le moindre foyer. C'est la dernière note de moi dans cet album.
jusqu'à ce que je revienne dans ce pays, ce qui pourrait bien être jamais. Au revoir jusqu'alors. Billings, 30 mai. Oh, Janet, comme j'ai détesté retourner ici. Pourquoi n'ai-je pu rester avec toi et papa Jim? Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé de rester? J'avais tant d'espoir qu'il le ferait. Mais chérie, ta mère est déplacée dans une maison comme celle que tu as. Ou alors, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai été si heureuse là-bas. Pourquoi ne puis-je jamais être quelqu'un qui compte? Je finirai probablement à l'hospice dans ma vieillesse. Je suis si découragée. Une consolation, je saurai toujours que tu es bien et je remercie Dieu pour ton papa Jim. Je lui ai donné 10 000 $ à utiliser pour ton éducation. Il y en aura encore pour moi sous cette vieille tente de jeu quand la chance me reviendra. J'ai rencontré Abbott dans la rue. Il m'a demandé de quoi se payer un repas. Je lui ai donné mes derniers 50 cents. Mon portefeuille avait l'air si vide, alors qu'il y a si peu de temps, on aurait pu y compter des milliers de dollars que je l'ai jeté dans la rue. Abbott m'a promis un travail à Deadwood, aussi vais-je bientôt prendre la route pour là-bas. Je n'oublierai jamais cette partie et penserai toujours à toi quand je t'ai aperçu pour la première fois. Ce jour où ton papa Jim t'a fait entrer pour faire ma connaissance et où tu m'as demandé pourquoi je pleurais. Et je t'ai dit que tu me rappelais une petite fille que j'avais connue et je t'ai raconté comment elle avait pris la mer sur un grand navire et ne m'était jamais revenue. Et tu m'as dit « Mon papa Jim et moi naviguons aussi des tas de fois sur des gros navires à travers l'océan. Une fois, maman Rance et moi, nous sommes allés avec lui à Singapour, c'est en Chine, vous savez, et nous avons donné de l'or américain aux enfants qui mendiaient, pauvres petites choses affamées. Leurs vêtements étaient tout en lambeaux, et je pouvais voir leurs côtes qui saillaient, et leurs mains étaient comme de petites griffes d'oiseaux, et leurs visages avaient exactement l'air du chaton affamé que les matelots de papa Jim avaient trouvé en bas dans notre pont. Je n'ai pas pu manger mon dîner ce soir-là. Ils m'ont rendu malade, car les yeux leur sortaient de la tête. Puis ton papa Jim nous a laissés seuls, souviens-toi, Janet, et tu m'as parlé des femmes sur le bateau de papa Jim, et tu te moquais d'elles quand elles lui faisaient les yeux doux. Oh, tu étais si comique à ce moment-là, et quand je t'ai demandé où était ta mère, et tu as dit « Ma mère est morte, elle est morte il y a longtemps, c'était maman Helen O'Neill. » Et j'ai dit « Oh, je vois. » Et c'est alors que je t'ai serré dans mes bras, Janet. Et il m'a semblé un moment que je me retrouvais avec toi, pendant ces jours terribles qui me brisaient le cœur, dans Yellowstone Valley, affrontant la vie sans ton père, avenir noir et tragique pour toi, chérie. Puis est venu ton papa Jim. Je sais que Dieu me l'a envoyé. Et j'étais là à Omaha, et je regardais le train qui t'emmenait, et puis cette lettre d'Helen O'Neill me disant que tu étais sortie de ma vie pour toujours, car ils étaient partis pour l'Angleterre. J'avais pensé que c'était la fin, que je ne te reverrais jamais, et voici que j'étais dans ta maison de Virginie avec toi dans mes bras. Tu étais une telle petite dame, chérie, et je n'ai jamais vu de petite fille qui ait tant de jolis vêtements. Oh, je me souviendrai toujours du moment où j'ai regardé en arrière, après être montée dans le fiacre, et où j'ai vu ton papa Jim te prendre par la main, et vous faisiez tous les deux au revoir jusqu'à ce que les chevaux tournent le coin et vous dérobent à ma vue. Il faudra des années, tant d'années, avant que je ne te revoie. Sois bonne avec maman Ross, elle est si gentille avec toi. C'est ce que je voulais te dire, mais je ne l'ai pas fait. Il n'y aura jamais pour toi la terrible solitude des années vides à venir, Janet. Jamais aussi longtemps que tu auras maman Ross et ton papa Jim. Comme je voudrais pouvoir dire que j'ai vu ces pays où il t'a emmené. J'espère que tu penseras quelquefois à moi et aux choses que je t'ai dites, afin que tu te rappelles la femme que ton papa Jim appelait Jane, et l'homme dont je t'ai parlé, que nous appelions Will Bill Hickok, et tu as dit « Quel drôle de nom !» Et quand je t'ai montré sa photo, tu as dit « Il n'est pas aussi beau que mon papa Jim. » Il n'y a vraiment rien dans ce monde d'aussi merveilleux que la foi d'un enfant dans quelqu'un qu'il aime. Quand tu as dit ta prière devant moi ce soir-là, tu as ajouté « Dieu bénisse Jane Hickok et cet homme qui fut abattu dans le dos où qu'il soit. Bénissez-le parce que Jane l'aimait. » Je me suis demandé comment tu savais que je l'aimais. Bonne nuit, petite fille, et puisse Dieu te garder de tout mal. 2 ans plus tard. Chère Janet, me voilà à Old Clark City, pas loin de l'endroit où tu es née. Il n'y a rien pour moi ici. Je dois m'occuper du bébé d'une amie. Elle me l'a laissé et n'est pas revenue le prendre.
J'ai pris soin d'elle quand le bébé est né, et maintenant je l'ai en paiement de ma peine. Chacun s'enquiert de cette petite fille, et je leur dis « Oh, elle est à moi, vous ne saviez pas que j'en avais une ?» Puis la fois suivante, je dis à un autre « Oh, c'est ma petite fille !» Je les tiens tous sur les charbons ardents avec mes remarques sur les nombreux enfants que je suis censée avoir mis au monde. Tu es la seule que je puisse vraiment dire mienne, et maintenant tu vas avoir 14 ans en septembre. J'irai te revoir quand tu en auras 18. Je m'y prépare. Je vais trouver un foyer pour cette petite fille. Je ne peux travailler et m'en occuper en même temps. Becky et Jimmy ont terminé leur formation, mais dans l'agitation de leur carrière, ils m'ont tous deux oublié. Ils ont aussi cessé de s'aimer. Becky est une bonne actrice à New York. Elle devient célèbre et ne pense jamais à la femme qui jouait toute la nuit pour trouver l'argent qui l'a aidé à monter à Broadway. C'est ça la gratitude, Janet. Et la mère de ce bébé, en voilà une autre qui me bottera probablement le cul. Je vais avoir une espèce de boulot. J'ai travaillé un moment dans le saloon de Russell. C'est Abbott qui m'a trouvé ce boulot. Ils veulent que je conduise de nouveau une diligence. Car quand je travaillais chez Russell, les bonnes et vertueuses femmes du lieu ont voulu me chasser de la ville. Elles sont entrées dans le saloon armées d'une cravache et d'une paire de cisailles pour me couper les cheveux et me coiffer à la Ninon, comme les femmes légères de Paris sont tenues de l'être. Comme ça, elles restent à leur place avec leurs marques sur les oreilles. Eh bien, Janet, je leur ai réglé leur compte à ma façon, et je n'ai pas quitté la ville coiffée à la Ninon ou marquée par leur cravache. J'ai sauté du bar au milieu d'elles, et avant qu'elles puissent dire ouf, les voilà toutes à hurler. J'ai coupé les vieilles boucles noires d'une de ces garces, leur ai flanqué des coups de cravache sur la tête, et j'en aurais tué quelques-unes quand Abbott et le révérend Sipes sont entrés. La poussière est retombée, et elles étaient toutes là, leur scalp encore sur le crâne, moins quelques poignées de cheveux, et n'ayant subi aucun dommage, sinon que je les avais traînées sur le plancher sale, que leur robe était à moitié déchirée, et qu'un jupon ou deux manquait. C'était drôle de voir comme ces méchantes femmes convenables ont oublié l'usage du mouchoir et ont mouché leur nez morveux dans leurs jupons. Je parie que leurs jupons tiendraient droit tout seuls si elles les jetaient dans un coin. Tu aurais dû voir les hommes, ils se sont tous ôtés du chemin, mais ils n'ont pas raté le spectacle. Un jour, je finirai ce travail. Vois-tu, je porte un pantalon d'homme et ça me permettait de me déplacer pendant que ces femelles en jupon appelaient à l'aide. Une des aristocrates, Nat Sims, porte encore des paniers. Tu aurais dû la voir quand j'ai sauté du bar. J'ai attrapé sa jupe à panier et ses 3 jupons et lui ai relevé le tout sur la tête. Elle ne pouvait pas se défendre. Je l'ai donc eu juste là où je voulais la voir. Je lui ai arraché son pantalon long et l'ai laissé planter là dans ses culottes de naissance pour que les hommes s'en paient une tranche. Ensuite, j'ai pris le pantalon et ses rangées de dentelles au crochet et les noué au cou d'une autre femme qui était en train de me taper sur la tête. Quand j'ai vu sa langue pendre, je me suis attaquée à une autre. Si Abbott et Sipes ne s'étaient pas montrés juste à ce moment, je les aurais toutes mises dans leur tenue de naissance. Au début de la bagarre, un nommé Scott a entrepris de me donner un coup de main. Mais comme il savait que nous devrions les assommer, je lui ai dit que s'il me donnait assez de temps et de place, je pourrais m'en tirer seul. Il était trop gentleman pour assommer des femmes, aussi est-il resté à me regarder prendre ma part de coups de griffe et de baffe. Certaines m'ont même mordu, mais j'étais si joliment furieuse que je n'en ai rien senti jusqu'au lendemain. Te voilà fixée sur Deadwood, et quand tu viendras par ici, si tu le fais jamais, Janet, et si on m'enterre à côté de ton père, et si certaines d'entre elles te toisent à cause de tes parents, tu fais transférer nos corps à Abilene, Kansas, ou ailleurs si tu le désires. D'un autre côté, si on t'y traite décemment. Souviens-toi, Janet, je veux que tu sois enterrée à côté de nous quand viendra pour toi le moment de franchir la grande ligne de partage. Je ne vivrai jamais jusqu'à un âge avancé, Janet. Je ne peux pas supporter cette vie horrible de très nombreuses années encore. Je pense quelquefois que je me remarierai, et puis l'idée d'être pendue à la chemise d'un homme me rend malade. Je voudrais que les choses soient différentes et que je puisse continuer à traverser toutes ces années en sachant que je t'aurai un jour avec moi. Mais tu te marieras tôt ou tard et tu seras peut-être une vieille femme avant que tu apprennes jamais qui était vraiment ta mère. Quand tu viendras ici, Janet, il y a quelques personnes que j'appelle des amis et que je veux que tu passes voir. C'est tout pour cette fois. Tu sais que je t'aime, chérie. Toujours ta mère, Jane Hickok. Billings, 1889. Très chère Janet,
Me revoilà dans la ville de Billings. Cette femme n'est jamais revenue chercher son bébé. J'ai engagé une femme pour s'en occuper à Billings afin que je puisse travailler. Ce n'est encore qu'un bébé. Son père vit à Lewiston, mais il est pauvre. À nous deux, nous nous arrangeons pour payer son entretien. J'ai l'intention de la prendre avec moi. Son père n'en veut pas car il ne peut pas travailler et s'occuper d'un bébé et il ne va pas très bien. Je suis idiote de toujours me casser la tête pour elle. Comme je te l'ai déjà dit, je n'y gagnerai qu'un coup de pied au cul et c'est ce que j'ai déjà reçu de tous. J'ai aussi pris soin d'un autre parent il y a quelque temps. Ils vivent dans le Wyoming où est né leur marmot. Je les ai aidés à s'en sortir parce qu'ils étaient trop pauvres pour se payer une sage-femme. Janet, ne te soucie pas de jamais aller les voir. Leur nom est Borner et c'est la plus belle équipe de menteurs que tu aies jamais vue. Un jour, j'ai vidé mon sac à Toby. Quand j'ai eu fini, il savait à quoi s'en tenir sur lui-même. Ils ne savent rien de toi, Janet. Ils ne sont pas dignes qu'on mentionne ton nom devant eux, et la mère de la petite fille non plus. J'en ai honte. Tu te demandes peut-être où j'ai eu ce carnet où j'écris. C'est un nommé Calhoun qui me l'a donné. Il m'a vu écrire dans le vieil album de ta grand-maman Canary et m'a demandé pourquoi je n'utilisais pas quelque chose dans ce genre et n'y plaçais pas les pages ajoutées et les photos. Il vit à Deadwood. Une fois, il est entré dans une bagarre générale. Il a pris mon parti contre un homme hargneux et insultant et qui m'a tellement mise en rogne que je lui ai flanqué un uppercut à la mâchoire qu'il a étendue. Calhoun lui a ri au nez. Une autre pensée. C'est sûr que Dieu, effacé, ici, à Deadwood, traite une femme qui s'occupe de ses propres affaires, et c'est mon cas. Je leur raconte toutes sortes de mensonges, juste pour entendre les écervelés agiter leur langue pourrie. Je nie même avoir été mariée avec ton père ou avoir divorcé d'avec lui. Je nie même t'avoir eu. Ce qui les rend malades, c'est ce qu'ils ne savent pas. Toi et ton papa Jim êtes les seuls qui sauront vraiment jamais, et c'est tout ce dont je me soucie. Juste toi et papa Jim en aigle. Je voudrais mettre les choses au point pour ton père, Janet. Je sais maintenant qu'il y a eu un coup monté des gens de Deadwood pour le tuer. Seule chose, m'a dit qu'ils ne voulaient pas la loi et l'ordre et que ça ne les intéressait pas d'avoir un US Marshal plein de cran. Octobre 1890. Les années passent vite. Que de choses depuis que j'écris pour la dernière fois dans ce carnet. Plus que toute autre chose, je chéris l'idée de ma visite, quand je suis allée vous voir, toi et ton papa Jim. C'est un homme si bien, ce Jim O'Neill, et je suis si heureuse que tu aies une si jolie maison. Je conduis une diligence ces temps-ci. J'ai fait des expériences vraiment terribles depuis que j'ai commencé ce genre de travail. Le révérend Sipes et Teddy Blue Abbott m'ont trouvé ce boulot. Ils semblaient penser que ça valait mieux qu'être hôtesse dans la saloon. Tu vois que ta mère travaille pour gagner sa vie. Un jour, j'ai du poulet à manger et le lendemain les plumes. Hier, je suis tombée sur Jack Dalton. On dit que c'est un hors-la-loi, mais tout au fond de son cœur, il est bon. Il partagerait son dernier sou avec n'importe lequel de ses vieux copains. Il a l'air d'un effacé. Il lui reste quelques cicatrices de certaines de ses rises. Il se trouvait dans le saloon à Deadwood quand ton propre père a été tué. Il pourrait se vanter d'avoir une carrière turbulente de bagarreur, mais ce n'est pas un fanfaron. C'est tout pour ce soir. 25 septembre 1891. J'ai eu du spectacle aujourd'hui. Il y avait un certain nombre d'Indiens Cheyennes à quelque distance de la diligence. J'ai mis pied à terre et ai trouvé les démons qui coupaient les langues des bêtes en liberté. J'ai fait la seule chose possible, je leur ai foncé dessus. Langue de vache bonne, c'est tout ce qu'ils savaient dire. Les malheureux animaux saignaient à mort. Je me suis mise dans une telle fureur que j'ai tiré mon pistolet et les ai enfermés dans la diligence et je les ai emmenés à Deadwood. J'ai aussi emporté les langues comme pièce à conviction. C'est ton anniversaire. Tu as 18 ans aujourd'hui, et une lettre est arrivée de ton papa Jim, cher vieux capitaine. Je l'aime tant, Janet. Il a été un père si merveilleux pour toi. Cela me fait mal au cœur de penser à toutes les années
où il a poursuivi sa route sans sa femme. Pourquoi Dieu laisse-t-il pareille chose arriver? J'ai fait quelque chose de fou. Il y a quelque temps, j'ai épousé Charlie Burke. Il m'a eu dans un moment de faiblesse et nous nous sommes mariés. C'est un brave homme, honnête et carré, mais je ne l'aime pas, chérie. J'aime toujours ton père, Billy Cock. Mais Charlie a presque mon âge, les cheveux noirs, les yeux bleus. Le mariage n'est pas vraiment un roman. Nous nous sommes mariés au bord de la rivière, sous un massif de peupliers des marais. Janet, les rayons du soleil perçaient doucement entre les branches des arbres et semblaient répandre la splendeur d'une lumière radieuse sur notre groupe d'amis. La clarté du soleil était comme une bénédiction. Naturellement, j'ai pleuré. Je braille tout le temps. Je sais que tu prends plaisir à ton voyage. Je t'envie. Bonne nuit, chérie. Billings, 1891. Janet chérie, voilà que je néglige mes plans, et tu as 18 ans, et je reverrai ma petite fille. C'est presque la dernière page du carnet de Calhoun. Aussi, à partir de maintenant, j'écrirai dans l'album. Je n'aime pas que leur petite fille appartienne à cette femme. Elle est exactement comme sa mère. Il faudra que je la place à l'orphelinat pendant mon absence. Ton papa Jim m'a écrit que tu étais fiancée avec un nommé Wax. J'espère que ce n'est pas cet affreux Jack Wax que je connais. Au revoir, chérie. Ta mère, Janie Cock. 10 mai 1893. Coulson n'est pas aussi prospère que quand je me suis mise pour la première fois à écrire ce journal. Mais il nous reste Junction City et Billings. Tu devrais être ici, dans ce pays. Billings est une ville assez vivante. Elle fait vivre dans les 1500 durs. C'est une époque agitée, on dirait l'enfer sur terre. Ces parasites humains prospèrent, hommes et femmes. Les citoyens respectables de la ville sont impuissants, ils ne peuvent même pas contrôler les élections. Et la police estime qu'ils risqueraient l'annihilation totale s'ils tentaient des coups de main sur les bouges, qui ne désemplissent pas. Les saloons et les maisons de plaisir se succèdent bloc après bloc. Au centre de ce tourbillon de saloons et de cabarets, on peut voir la maison de Madame Filet. On peut voir le moyeu de la roue, d'où partent les rayons de moindre importance. Tout ancien de la Yellowstone Valley peut parler de la maison Filet. C'est un grand immeuble aux fenêtres brillamment illuminées. L'établissement entretient une équipe de videurs professionnels pour préserver un certain calme. Madame Filet règne en souveraine. C'est une anomalie, une femme extrêmement séduisante, qui n'est ni sans pitié ni sans scrupules. Elle exerce une fascination qui joue sur ses filles. J'ai entendu dire l'autre jour qu'un nommé Anderson avait fréquenté la boîte Filet en jouant les importants. Un jour, il s'est enfui avec une des filles. Quand Filet l'a rattrapé, elle l'a écrasé aussi calmement qu'elle l'aurait fait d'une mouche. Comme elle a découvert que sa femme et ses enfants avaient froid et faim et qu'ils étaient malades, elle a commandé des articles d'épicerie, du pétrole et un docteur pour s'occuper d'eux jusqu'à ce que la famille Anderson soit remise sur pied. Filet n'a jamais fait savoir qu'elle était la bienfaitrice. Si ce que les hommes veulent, c'est prendre des cuites énormes et pousser des gueulantes à tout casser, ils l'ont. Leur argent leur brûle les poches et y fait des trous, mais il va aussi dans d'autres boîtes que celle de Filet. On trouve près de Yellowstone Valley un rayon secondaire de la roue. Au sous-sol, des antres puants, mal éclairés, petits, infects et dangereux, où une trappe ouvre directement sur la rivière pour liquider ceux qui ne peuvent tout simplement pas encaisser l'endroit. Le plus souvent, ils sont dépouillés et jetés à l'eau parce que la bande pense que ce sont des indicateurs et des mouchards. Je te raconte ça parce que je veux que tu saches le genre de monde que nous avons ici. Certains pensent que le monde doit les entretenir, mais il ne doit, n'a jamais dû et ne devra jamais à personne les moyens de vivre. Je pense prendre une ferme à l'ouest de Billings, en amont de Canyon Creek. Mon cheval Satan est mort. Je l'ai fait enterrer dans les collines près de Deadwood. Il était si vieux lui aussi. Rien ne l'a rendu malade, sinon la vieillesse. Il faisait tant de choses gentilles. Il s'agenouillait pour que je mette pied à terre, donnait la patte et comprenait tout ce que je lui disais.
J'avais un sac d'avoine. Il venait chaque jour à ma porte pour en avoir une écuelle. Je puisais l'avoine devant lui dans le sac. Un jour, il est venu, je lui ai montré le sac vide et lui ai dit qu'il n'y en avait plus. Il est parti vers les collines et n'est jamais revenu m'en demander. Il savait, il comprenait. Bon, voilà que je mouille ce vieil album de mes larmes en pensant à mon pauvre vieux copain fidèle. Bonne nuit, Janet, jusqu'à la prochaine fois. Juillet 1893. Aujourd'hui, j'ai fait l'expérience du pire orage de grêle que j'ai jamais vu dans ce pays, et je ne m'attends pas à en revoir un autre comme ça, même si je vis jusqu'à 100 ans. Je conduisais la diligence. Des grêlons aussi gros que des tasses à café frappaient le toit de la voiture et le fendaient comme à coups de couteau. Je passais près d'une cabane abandonnée. Il y avait une étable à côté, et je me suis hâtée d'y pousser les chevaux. Ça n'a pas été inutile, mais l'arrière de la diligence a dû rester sous la tempête. Je ne suis pas entrée assez vite dans l'étable, car quand tout a été terminé, je me suis aperçue qu'un des chevaux avait été frappé si fort par un grêlon qu'il avait un œil crevé. Les Indiens ont subi des pertes aussi bien que les Blancs. J'ai vu des centaines de bestiaux et de chevaux qui descendaient au fil de la rivière. J'ai reçu aujourd'hui une lettre de Bill Cody me demandant de me joindre à son Wild West Show. La prochaine fois que j'écrirai dans cet album, je serai loin d'ici. 25 juillet 1893. Je pars la semaine prochaine rejoindre le Wild West Show de Bill Cody. J'imagine que tu te demanderas ce que je vais faire là-bas. Je monte un cheval accru. Je me tiens debout sur son dos, je jette en l'air mon vieux Stetson et je tire 2 fois sur lui avant qu'il me retombe sur la tête. Je ferai toutes sortes de trucs à cheval, du tir acrobatique, et bientôt, quand le spectacle sera prêt, peut-être toi et ton papa Jim serez-vous là pour me voir. Bien sûr, tu ne sauras pas qui je suis, mais je saurai que tu es ma petite fille à moi, bien que tu aies grandi. Il faut que je te dise quelque chose. Je viens d'acheter à Joe Stager 320 acres, une demi-section, en amont de Canyon Creek, 7 ou 8 miles à l'ouest de Billings. J'y ai une cabane en rondin. J'ai payé la chose à Joe $1 l'acre. J'ai toujours voulu un foyer où revenir, un toit sur ma tête, que je puisse appeler mon chez-moi. Il y a une cabane pas très loin de la mienne. Une bande de hors-la-loi y vit. Je leur cuisine des tas de choses. Ils me paient bien pour tout. Ce qu'ils font ne me regarde pas. Je ne les dérange pas du tout. Laisser tranquilles les chiens qui dorment, c'est ma devise. Certains disent que ce sont des voleurs de chevaux. Si c'est vrai, je ne prends pas le risque de fouiner. Je leur ai cuit 2 douzaines de pains cette semaine, 8 gâteaux, 15 tartes. Ils me paient 50 cents la tarte, 20 cents le pain et $1 le gâteau. Je vais t'écrire mes recettes. Peut-être un jour aimeras-tu savoir si je savais ou non cuisiner. Je suis fière de ma cuisine, spécialement de mes plats de poisson, de mes gâteaux et de mes tartes. Je fabrique des recettes et les essaie sur ces hors-la-loi d'en face. Je vais d'abord te donner mon gâteau de 20 ans. 25 œufs battus à part, 2 livres et demi de sucre, 2 livres et demi de farine, 2 livres et demi de beurre, 7 livres et demi de raisins secs égrugés, 1 livre et demi de citron coupé très fin, 5 livres de groseille, une pinte d'eau-de-vie, 1/4 d'once de clous de girofle, une demi-once de cannelle, 2 onces de fleurs de muscade, 2 onces de noix muscade, 2 cuillères à thé de levure de bière ou 2 cuillères à thé de bicarbonate de soude et 3 de crème de tartre. Ce gâteau est insurpassable et restera bon jusqu'à la dernière miette pendant 20 ans. Verser la pinte d'eau-de-vie sur le gâteau encore chaud. Mettre dans un pot de terre étanche. Cela fera 3 gâteaux de 8 livres chacun. Et maintenant ma levure de bière avec laquelle je fais le meilleur pain du monde. Un de ces jours, essaye ça pour toi-même et pense à moi. Je l'appelle la meilleure levure du monde. Le lundi matin, faire bouillir une pinte de houblon dans 2 gallons d'eau pendant une demi-heure. Filtrer dans un pot et laisser tiédir. Ajouter 2 cuillères à soupe de sel et une demi-pinte de farine et aussi une demi-pinte de cassonade. Bien remuer. Le mercredi, ajouter 3 livres de purée de pommes de terre et laisser reposer jusqu'au jeudi. Filtrer dans des cruches de pierre. Ne pas trop enfoncer les bouchons. Remuer de temps en temps et garder près du feu.
Elle doit avoir 2 semaines d'âge avant utilisation. Ensuite, conserver au frais. Ça s'améliore en vieillissant. Secouer la cruche avant de s'en servir, mais ôter le bouchon avant de secouer et tenir la paume de la main sur le goulot pour empêcher la levure de s'échapper. Cette recette donne le plus épatant des pains. Et maintenant ma sauce au réfort. 1 tasse de réfort grillé, 2 cuillères à soupe de sel, 1 pinte et demie de vinaigre froid. Mettre en bouteille et cacheter. Et pour faire la sauce, en prendre 2 cuillères à soupe, ajouter 1 cuillère à dessert d'huile d'olive ou de beurre fondu et 1 cuillère de moutarde préparée. Cette sauce est délicieuse. Pour faire des omelettes, battre les œufs. 12 coups, c'est le nombre magique. Trop battre donne un air trop mince à l'omelette. Ajoutez 3 cuillères à thé de lait par œuf. Ajoutez sel et poivre au jaune et pour finir les blancs battus jusqu'à consistance. Chauffez la poêle. Ne jamais utiliser que 4 œufs par omelette. En faire autant que nécessaire, mais avec 4 œufs seulement, et ajoutez au blanc 1 cuillère à thé de poudre à lever. Quand c'est prêt à être servi, ajoutez des abats de volaille ou n'importe quelle sorte de viande hachée, préalablement cuite et chaude, dans les rouleaux d'omelette. On peut également ajouter des légumes dans les rouleaux. Cuit et prêt à être servi. Enduire la poêle de beurre, 1 noix de beurre, avant de faire frire ou de faire cuire au four l'omelette. Ajouter au blanc de la poudre à lever. Des amis m'ont rapporté du Missouri, des pacanes que j'écale et roule en tout petits morceaux, et souvent je les parsème dans les rouleaux d'omelette ou dans de la pâte à crêpes, et je les appelle crêpes aux noix et aux pommes de terre. J'utilise 1 demi-tasse de purée de pommes de terre, 1 demi-tasse de beurre, 1 demi-tasse de noix muscade cassée, 2 œufs, 1 demi-tasse de lait, assez de farine pour faire de la pâte dans laquelle ont été tamisées 2 cuillères et demie à thé de poudre à lever. Tout le monde aime ça servi avec du vrai sirop d'érable et du beurre et du jambon ou du bacon frit. Si tu veux mettre de côté pour quelque temps un jambon entamé, frotte-le avec de la farine de maïs et il se conserve sans devenir rance. Quand on prépare du maquereau ou du saumon, mettre le poisson dans un plat, recouvrir de miettes de biscuits durs et de crème épaisse et faire cuire 30 minutes dans un four chaud. Ce poisson, je l'appelle le maquereau suprême ou le saumon intellectuel. Tout biscuit ou pain doit être piqué avec une fourchette avant d'être placé dans le four. Je ne vois pas d'autres recettes pour le moment, mais pour continuer, je dois te parler de John Tinkler, le notaire, recorder. C'est un très brave homme et il a dit qu'il m'aiderait à rédiger mon testament quand je voudrais en faire un pour toi. Je n'ai pas grand-chose, mais je veux que tu aies mon ranch en amont de Canyon Creek, ainsi que quelques souvenirs et photos. Tu es tout ce que j'ai. Bon, la prochaine fois, j'écrirai de quelque part dans l'Est avec Buffalo Bill Cody. Bonne nuit, chérie. Comme j'aimerais pouvoir te voir ainsi que ton papa Jim O'Neill. Dieu le bénisse. Quand il mourra, le monde aura perdu un homme au cœur loyal et sincère. Sans date. Ma chérie, un jour il se peut que tu viennes dans l'Ouest et tu entendras un tas de mensonges sur ta mère. Souviens-toi bien quand tu entendras parler de Belle Star que ce n'est pas une parente à moi. Souviens-t'en toujours. Je ne peux te dire pourquoi. Je t'avertis seulement que certains nous disent parente, elle est vieille et méchante. Ton père, James Butler Hickok, m'a quitté après ta naissance et j'ai laissé les O'Neill t'adopter pour le contrarier. Il avait peur de sa concubine et m'a laissé seule et malade. Je veux te parler d'un jeune garçon que j'ai rencontré l'autre jour. Ces vieux piqueurs de vaches aiment le tourmenter. S'il vit assez longtemps pour être un vieil homme, si tu viens dans ce pays, et si jamais tu trouves un juste devant Dieu, à qui tu entends toujours dire une bonne parole en ma faveur, demande son nom à cet homme, et je parie que ce sera Ben Greenwood. Il n'a pas l'esprit assez bas pour cancaner sur ta mère comme le font certains de ces hommes. Tu le trouveras un jour et lui diras merci pour sa gentillesse. Je l'aime beaucoup. À présent, il est jeune et vert, mais un jour je ne craindrai pas de miser tout ce que j'ai sur Ben Greenwag. C'est une bonne chose que tu ne saches pas comment ta mère doit vivre par ici, en ces jours agités. Je me mêle de ce qui me regarde, mais rappelle-toi toujours que s'il y a une chose que le monde déteste, c'est une femme qui se mêle de ce qui la regarde. On raconte des choses horribles sur moi. Rien de cela n'est vrai. Chaque fois que je parle à un homme, on m'accuse d'être une roulure sans moralité.
Il a suffi que je prenne sous mon aile plusieurs pauvres garçons différents, comme le fils Stuart et Ben Greenweg, afin de les aider quand ils étaient malades, et voilà les langues qui vont bon train. J'aime espérer qu'un jour tu pourras les connaître eux aussi, Janet. Ces autres femmes qui jasent sur moi ont eu des bâtards et des mariages à la sauvette. J'en ai soigné un certain nombre au moment de leur accouchement, avec pour seul salaire un coup de pied au cul quand j'ai eu le dos tourné. Elles savent que je suis au courant de ce qui les concerne, et elles cherchent à atténuer leurs propres péchés en mentant sur mon compte. Elles ont du ventre, du poil aux jambes, et ressemblent à quelques charognes que le chat aurait rapportées. Mais elles agitent leur langue derrière mon dos. Je voudrais pouvoir condamner leurs âmes à l'enfer. J'imagine que maintenant que je rejoins le Wild West Show de Buffalo Bill, elles auront la certitude, au fond de leurs cœurs hypocrites, que je suis vouée à l'enfer. Belle Star n'est pas ma parente. J'aurais honte si elle l'était. Elle est mauvaise, mais elle est en train de devenir célèbre. New York City, 1896. Chère Janet, nous voilà à New York City. Le spectacle est un succès. Quelle foule pour s'égosiller et applaudir à tout rompre. D'ici, nous allons à Richmond. Je me propose de te voir, chérie. Nous y serons jeudi soir et peu après, nous partirons pour l'Europe. Je voudrais pouvoir m'embarquer sur le même bateau que le capitaine O'Neill et toi, s'il se trouve que nous partons au même moment que lui. C'est tout pour ce soir. Je suis fatiguée. Je vis tout simplement sur les nerfs. Buffalo Bill est si bon pour moi. Lui et ton père étaient grands amis. Il connaît son Ouest. Il le connaît assez bien pour en tirer une fortune. Bonne nuit, chérie. Richmond, une semaine plus tard. Chère Janet, comme Richmond est belle, comme je voudrais pouvoir rester ici pour toujours. Eh bien, je t'ai vu ce soir, et tu m'as vu toi aussi. Mais tu ne sais pas que cette femme que tu regardais et qui se tenait debout sur un cheval nu en tirant des coups de feu était ta mère. J'ai vu dans tes yeux de l'admiration et de l'émerveillement. Je suis passée aussi près de toi et de Jim que je l'ai osé. Et après le spectacle, il m'a dit combien il était fier de toi. C'est sûr qu'il t'habille drôlement bien. Je suis si heureuse. Quand je pense que son bateau prend la mer à la même date que celui que Bill Cody a affrété. Et je peux partir sur le Madagascar avec toi. Je me traînerai sur les genoux seulement pour être près de toi. J'espère que l'homme qui t'accompagnait ce soir n'a pas d'importance pour toi, mais j'ai peur qu'il en ait. Il est 3 heures du matin, je dois aller au lit. C'est mon 3e voyage ici, à Richmond. Quand j'y suis venue il y a tant d'années, tu n'étais qu'une petite fille. Oh, Janet, les années m'ont dépouillée trop vite. Oui, les années t'ont volé à moi. Toutes ces années, je ne voulais rien d'autre que toi. Peut-être un jour, après que tu auras perdu tout ce que tu auras jamais aimé, et quand tu seras toi-même une vieille femme, alors peut-être sauras-tu ce que je ressens. Encore 10 ans d'épreuve et ce sera ma fin. Ta mère descend la pente. Si jamais tu te maries et tu as une petite fille, je la volerai. J'ai besoin d'une petite fille. Ce serait mon bien le plus précieux. Tu entendras répéter les tas de mensonges que j'ai racontés concernant mes propres affaires. C'est mieux ainsi. Deadwood, juillet 1898. Les années ont passé et je suis de retour à Deadwood. Je suis fatiguée et me sens si vieille. Je suis de nouveau infirmière. Je peux toujours me rabattre sur ça. Je me languissais tant de notre vieil Ouest. J'étais si dégoûtée de vadrouiller dans le monde entier. Seigneur, comme j'ai haï l'Angleterre, avec ses snobs, ces femmes bonnes à rien, leurs airs affectés et leur accent. Ils ont oublié qu'une poignée d'Américains leur a flanqué la raclée il n'y a pas si longtemps. J'avais envie de le crier du haut des arbres. Je n'ai jamais vu autant de parasites humains qu'il y en a en Angleterre, en particulier les femmes avec leurs types. Sous prétexte qu'ils se transmettent d'une génération à l'autre une vieille propriété infestée de punaises, ils ont dans l'idée qu'ils sont des aristocrates. Alors qu'à parler net, ce sont tout bonnement des indigents. Si jamais tu reçois ceci, alors tu sauras ce qu'étaient vraiment les femmes à bord du bateau de ton papa Jim. Quand tu m'as dit que tu pensais pouvoir épouser un jour cet homme que Jim et moi n'aimions pas, ça m'a presque terrassée. Mais ça ne sert à rien de dire à qui que ce soit ce qu'il ne faut pas faire, ou de parler à quelqu'un de vos propres expériences pour l'aider à voir ce qu'il convient de faire.
Il faut faire sa propre expérience. Aussi l'ai-je bouclé. Ce jeune homme de ton âge est celui à qui je voudrais te voir mariée. Mes yeux me tracassent beaucoup ces temps-ci. Je vais redescendre à cheval au Wyoming. J'y passerai 1 an ou 2. Si seulement je peux conserver ma bonne santé et mon sens de l'humour, ça ira bien pour moi. La guerre hispano-américaine a commencé. Si je n'étais pas si vieille, j'irais soigner nos garçons qui sont malades et meurent dans cet horrible pays. Je rate toujours ces guerres. Je n'avais que 10 ans à l'époque de la guerre civile, la guerre de sécession. Et à présent, je suis trop vieille pour cette guerre avec l'Espagne. L'excitation est à son comble. Je suis heureuse de n'avoir pas de fils qui partent. La prochaine fois, je t'écrirai de quelque part dans le Wyoming. J'ai un magnifique cheval de selle, mais aucun ne peut se comparer avec celui qui s'appelait Satan. S'il y a un paradis pour les chevaux, je suis certaine qu'il y est, là où il n'y a pas d'hiver froid et où ne manque pas le fourrage. Bonne nuit, Janet. Le général Allen est un ami à moi, va le trouver sans faute. Je n'ai pas d'amis. Stringtown. L'hiver est de retour et je suis pour un temps dans ces parages chez les Clark Fork. Cette vie est un long cauchemar hideux. Ce pays est très beau, mais je me mets à le haïr parce qu'il m'a pris tout ce que j'ai jamais aimé. Il m'a pris Bill, c'est pour ça que j'ai dû t'abandonner. Il m'a détruite, ce pays. Je ne suis pas vieille, Janet, mais je me sens comme au bout de ma course. J'espère que tu ne confonds pas les 2 James Hickok. Ton père était James Butler Hickok, tué en 1876 à Deadwood. L'autre, du même nom, et que parfois on appelle lui aussi Will Bill, était encore en vie en 1896. Tous 2 travaillaient pour le gouvernement. Tous 2 étaient connus pour avoir souvent tué en état de légitime défense. Et tous 2 jouaient. Ils couraient aussi les femmes, mais mon Bill n'a couru qu'une autre femme en dehors de moi. Il la tolérait parce qu'il en avait peur. Je sais qu'il m'aimait, ou autrement il ne m'aurait pas épousée. Sans date. Et maintenant tu es une femme mariée. Tu as une petite fille. Comme je l'aimerais. J'aimerais pouvoir lui donner un nom. Ce serait Jessie Elizabeth, pas Betty Jane, le nom que Jim m'apprend. Je suis vieille et bizarre, Janet. 17 novembre 1900. Ma Janet chérie, me voilà dans le Colorado. J'ai été traitée comme une reine ici, quand j'étais sur le ranch de Collins. Ce sont de braves gens et je ne regretterai jamais d'être venue ici. Je suis montée faire une partie de chasse dans le Thompson Canyon. Je me plais ici, au Colorado, et si la chance le voulait, ce serait l'état où je vivrais. Mon écriture va de pire en pire. Mes mains et mes bras sont quelquefois si engourdis que je peux à peine écrire. J'ai raconté aux gens d'ici le coup monté contre Will Bill à Deadwood, et n'oublie pas qu'ils ont mis le paquet et que pour l'écarter du chemin, ils ont engagé pour le descendre cet idiot de McCall. Mais ils ont conclu que ça ne ferait pas bonne impression s'ils le laissaient s'échapper une 2e fois, si bien qu'ils l'ont pendu. Il m'a raconté qu'on l'avait payé $1000 pour faire ça. Il m'a dit qu'il avait caché l'or dans une de ces huttes crasseuses qui se trouvaient dans le ravin. Je ne l'ai jamais cherché, car ça me rendait malade rien que d'y penser. Il m'a dit que Floyd et Frank Smith, Hank Sims et Tom Cockhill, Shorty Burton, Ruth Dougal, le demi-frère des 2 McDougall, devaient prêter main forte au garçon Charles. Net père, effacé, tous ici de payer $1000. Miles City, 20 janvier 1901. Ma chère Janet, me voilà à Miles City. C'est une vraie ville, aussi affairée qu'un marchand d'érel. Tout le monde ici se mêle de ce qui le regarde. J'aime bien mieux cet endroit que Deadwood, mais je n'aime aucun endroit très longtemps. C'est bien simple, je suis toujours en mouvement. À présent, je suis la plupart du temps fauchée, et mes yeux me donnent du souci. Tout ce qu'il me reste à faire désormais, Janet, c'est supporter de devenir aveugle. Et j'ai appris que tu as des chagrins, toi aussi, que tu as perdu ta petite fille. C'était le pire qui pouvait arriver, chérie. Ce doit être la mort vivante. Penses-tu que Wax y était pour quelque chose? Je crois vraiment que oui. Je me demande souvent si vous vous entendez, toi et Burkhardt. Je parierais une jolie somme qu'avant longtemps tu douteras de lui. Tu es exactement comme moi, Janet. Je m'en vais dans les Badlands mener le bétail pour le compte d'une boîte, pas loin de Fargo, au nord de Turk, je veux dire. Quand ce boulot sera terminé, alors j'en aurai fini avec Burke.
Passe chez les McClellan si jamais tu viens à Fargo. Je vais voir où va devoir se faire le mariage à la sauvette de cette fille dont la mère n'est jamais revenue. Elle est folle d'un type. Un nommé Melogue me demande l'histoire de ma vie, et tu aurais dû entendre les mensonges que je lui ai racontés. Le vieil abruti. Il a dit qu'il ferait de l'argent pour moi en les vendant. Je n'ai pas mentionné que j'avais été mariée avec ton père ou que je l'avais très bien connu. C'est mieux ainsi, Janet, mais j'ai menti, et s'il veut imprimer des mensonges pour en tirer de l'argent, c'est son affaire. J'ai fait celle qui savait à peine écrire, comme histoire de ma vie. Ça sera donc soigné. J'ai été malade, Janet. J'ai dû aller à la campagne pour y chercher de l'aide. Maintenant, je n'ai que crainte pour l'avenir, chérie. On ne peut revenir en arrière. Je ne veux pas accepter la mort. Souviens-toi que l'amour n'est pas la passion, notre espérance. Mais avec les jours et les années, tu t'en apercevras. Effacé, assez vieux pour être son père. Son nom est Dorset, et il devrait savoir à quoi s'en tenir, mais Jessie Elizabeth lui est tout le temps après. Eh bien, je suis, effacée, à sortir le fusil chaque fois que c'est nécessaire. Elle a 14 ans, et c'est l'enfant la plus méchante que j'ai jamais connue. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire, et si seulement j'étais sûre que ces pages tomberont entre tes mains, je t'apprendrais un tas de nouvelles. Revois ton papa Jim, j'ai une chose à lui dire. S'il veut, il peut te la répéter. Deadwood, avril 1902. Chère Janet, je pense que mon journal est près de s'achever. Je deviens aveugle. Je peux encore assez voir pour écrire ceci, mais je ne peux continuer à vivre une vieillesse avaricieuse. Tout espoir est mort pour toujours, Janet. Qu'ai-je jamais fait sinon commettre bévue après bévue? Tout ce qui me reste, ce sont ces petites photos de toi et de ton père. Je ne peux pas continuer en étant aveugle, et le docteur m'a dit hier que dans 2 mois, je serai absolument aveugle. Oh, comme je voudrais avoir à revivre ma vie. Je hais la pauvreté et la saleté, et ici je devrais y vivre mes derniers jours. Ne me plains pas, Janet. Pardonne toutes mes fautes et le mal que je t'ai fait. Juin. Je suis malade et n'ai plus longtemps à vivre. J'emporte de nombreux secrets avec moi, Janet. Ce que je suis et ce que j'aurais pu être. Je ne suis pas aussi noire qu'on m'a dépeinte. Je veux que tu le crois. Mes yeux m'ont privé du plaisir que je pouvais prendre à regarder ta photo. Je ne peux plus voir pour écrire. Je dois te dire quelque chose. Si jamais tu viens ici, répare ma vieille maison et ne manque pas d'aller trouver le général Allen de Billings. C'était un bon ami. Il y a quelque chose que je devrais te confesser, mais je ne peux tout simplement pas. Je l'emporterai dans ma tombe. Pardonne-moi et songe que j'étais solitaire.